Bonjour à tous, bienvenue dans Vlan Leadership, un podcast dans lequel on parle de leadership par définition, et où j'ai le plaisir de recevoir des CEO d'entreprises. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Fred Raillard, qui est le CEO, pas CEO d'ailleurs, un des cofondateurs de Fred & Farid, l'agence, qui est une agence internationale, que vous avez fondée en France. Il y a combien d'années ? On l'a fondée, je crois, en 2008. 2008, et qui aujourd'hui est sur... Toi, tu as passé beaucoup de temps en Chine, à Shanghai. Puis à Los Angeles. Et maintenant à New York. Enfin, et avant à Paris, bien sûr. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est... je sais que tu as une grosse position sur l'IA. Je pense que c'est un sujet qui, aujourd'hui, questionne énormément d'entreprises et de patrons, de boîtes. Donc, je serais très curieux de comprendre... ta vision sur l'IA, on va parler de leadership, on va parler international, on va parler de plein de sujets. La première question peut-être, c'est de nous donner des chiffres sur Fred & Farid. C'est combien de collaborateurs dans le monde, comment ça se structure dans les différents continents. Bah alors les chiffres sont variables parce qu'on est sur, comme tu le sais, on était avant sur un système de retainer. Et donc on est passé sur un système de project-based. Donc c'est un peu comme le Beaujolais nouveau, quoi. C'est-à-dire que l'année démarre... On n'a aucune visibilité. L'année démarre, on est... je ne sais pas si on a 100% en projet, mais quasi. C'est-à-dire que... Ouais, parce qu'à l'étranger, aux US et en Chine, c'est que du projet. Donc en gros, quand ça démarre, tu sais que tu as, comme un entrepreneur, tu as un break-even. Tu dois atteindre ce break-even. Si tu fais en dessous, tu tapes dans le cash ou tu vas à la banque. Et si tu fais au-dessus, tu fais un petit peu de bénéfices que tu essayes de mettre de côté. Parce que nous, on est assez... on a une gestion un peu paysanne, bien française. Ça me paraît bien. Très, très conservative, comme on dit. Et donc, on essaye de mettre un peu sur le matelas pour quand c'est difficile. Mais en gros, nos chiffres, c'est très simple. Notre meilleure année, elle est à 30. Notre moins bonne année, elle est à 10. Des grosses variations. Voilà, et combien de collaborateurs ? Et d'une année à l'autre. Et pareil, sur les collaborateurs, on a changé notre modèle. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que on est à peu près... aujourd'hui, on a changé de modèle, c'est-à-dire qu'on est core team, ce que disent les Américains, et après, beaucoup de freelance, en fait. Ce qui semble assez cohérent. On peut plus, comme avant, quand tu avais une visibilité sur des retainers qu'on avait gardés 7 ans, 10 ans. On avait vraiment... et on ne peut plus continuer ça. C'est-à-dire que c'est trop... Et donc maintenant, on est sur un autre modèle qui est un modèle un peu des agences américaines de New York, ce qu'on appelle les agences accordéon. Tu prends un core team minimal de seniors avec qui ça se passe bien, et puis après, en fonction des projets, tu prends des gens, et puis quand le projet s'arrête, tu arrêtes la collaboration. Donc c'est vraiment ce nouveau modèle d'agence. Donc je dirais, aujourd'hui dans le groupe, on doit être peut-être... globalement, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je te dirais peut-être 120, plus après les gens qui s'agrègent. Bien sûr. Et du on coup, est ça un peu peut plus vraiment nombreux, multiplier par 3. Voilà, un peu plus nombreux en Chine, parce qu'il y a beaucoup en Chine de micro-trucs à faire. On ne peut pas réduire totalement. On est un peu plus contraint au quotidien sur les budgets chinois. Comment tu comparerais d'ailleurs les modèles ? Parce que quand on est européen, français, on s'intéresse aux US, on s'intéresse peu à la Chine. En tout cas, on s'intéresse à la Chine comme on s'intéresse à l'IA, j'ai l'impression. Donc on a un effet waouh et un effet wow. C'est-à-dire qu'on s'y intéresse, mais pas vraiment. Moi, j'ai fait plein d'épisodes sur la Chine, et je vois bien que c'est des épisodes que les gens n'écoutent pas. C'est étonnant, j'ai toujours du mal à comprendre. Mais la Chine, c'est un truc, ça fascine, et en même temps, je ne sais pas si c'est une vision coloniale, je ne sais pas ce que c'est exactement, on a du mal à s'intéresser vraiment. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes et de learning en Chine. Et il y a eu un moment, il y a eu une petite mode Chine, entre guillemets, sur Paris. Et d'ailleurs, nous, on était en Chine à ce moment-là, donc c'était sympa. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est moins le sujet. Je ne sais pas, c'est peut-être une pensée néocoloniale, on ne s'y intéresse pas, mais en tout cas, c'est absurde de ne pas s'y intéresser, parce que c'est vraiment... la Chine, aujourd'hui, est en train de jouer un rôle majeur. Elle est vraiment une résistance au bloc atlantiste, vraiment, elle est à l'Occident, vraiment, elle est une résistance calme, mais une vraie résistance. Et elle est... alors suivant les sources, l'OCDE disait qu'elle était passée devant les US. Je ne sais pas concrètement, je ne sais pas vraiment comment elle juge, suivant quels critères, c'est pas mon métier. Mais en tout cas, c'est sûr c'est 1 ou 2 et 1, quoi. C'est les US et la Chine. Et donc, on a deux modèles qui sont quand même extrêmement différents,
dans la mentalité, c'est quasiment opposé. C'est-à-dire que vraiment, moi qui habite à New York et qui habitais en Chine, c'est vraiment, on est vraiment sur, on peut faire la colonne des reverse. On a vraiment les deux contrastes, les deux opposés, hein, vraiment sur tout. Hein. Et ils sont, moi je trouve que c'est passionnant parce que c'est une société d'abord extrêmement puissante, dense, avec beaucoup de profondeur parce qu'ils ont 2000 ans d'histoire. On oublie qu'ils ont inventé le luxe. Hein. Moi j'étais à Soju, au musée de la soie. Il y a des soies d'il y a 2000 ans. C'est vraiment du luxe. Hein. Nous, on était en robe de bure avec des haches dans la forêt. Et ils étaient en tenue de soie, hyper raffinée, avec des porcelaines hyper raffinées. Et puis il y a eu cette révolution culturelle chinoise qui a un petit peu provoqué une sorte d'amnésie par rapport à cette période, cette grandiose période chinoise avant, impériale. Ceci dit, on a une amnésie un peu analogue, nous aussi. Hein, il y a 1789, et on a oublié. On ne veut pas parler de la monarchie, de la chrétienté. Ouais, je ne parle pas de la chrétienté en tant que religion, mais en tant que culture. Oui, en tant que culture. Et pourtant, si on est un petit peu honnête, une grande partie de la grandeur de la France vient de cette période. Hein. Oui, donc, on n'a pas démarré en 1789. Hein. Et pourtant, dans le récit national, on a un peu l'impression d'une amnésie aussi. Donc il y a une amnésie chinoise, il y a une amnésie aussi un petit peu française. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré cette période chinoise oubliée, aujourd'hui, cette nouvelle Chine, elle est tout aussi intéressante. Elle va très très vite, elle croit en l'avenir, elle est optimiste. C'est le peuple le plus optimiste du monde. C'est marrant parce que dans les baromètres, la France est le peuple le plus pessimiste et la Chine le plus optimiste sur 180 pays. C'est fou. Et ils sont tournés vers le futur, on est tourné vers le passé. Je ne dis pas que c'est mal, parce qu'il y a un vrai talent à la conservation du passé aussi, même s'il y a cette amnésie de la monarchie et de la chrétienté, mais il y a un vrai talent français à conserver le passé qui est intéressant, mais qui de temps en temps ne nous prépare pas bien à l'avenir, et eux sont dans cette logique inverse. Donc il y a un truc, c'est passionnant de s'intéresser à la Chine. Un cerveau français qui s'intéresse à la Chine apprend beaucoup de choses. Et puis après, il y a toute la tech, le digital, la vitesse, ils sont tellement rapides, on est un peu lent. C'est pas que de notre faute, hein. Il y a l'administration française, il y a aussi les normes européennes, il y a aussi, on est plus lent. Mais donc il y a beaucoup de learning. Et aussi, je dirais, sur une forme d'esprit collectif. On peut apprendre beaucoup de la Chine. L'individu n'a pas beaucoup d'importance là-bas. Ouais. Enfin, c'est l'individu moyen qui a de l'importance, mais l'individu en tant que tel n'a pas d'importance, c'est le collectif. Voilà. En ça s'oppose vraiment aux US. Ouais. Il y a un effet volume de 1,5 milliard. Parce que même les US, c'est un petit pays, en fait. C'est un grand pays dans ses performances. Mais ils ne sont pas très nombreux. Mais ils ne sont pas nombreux, ils sont 350 millions. Ils sont moins que les Européens. Ouais. Quand tu gères une agence en Chine, à quoi ça ressemble? C'est quoi le business que tu dis? Donc en France, il y a des retainers. Donc retainers, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est des contrats à l'année où en fait tu as un contrat cadre, entre guillemets, dans le cadre, enfin tu l'expliqueras mieux que moi, mais dans lequel l'agence va faire un certain nombre de tâches, entre guillemets, pour l'annonceur. Comment ça se passe? Donc en Chine, c'est projet, ça j'ai bien compris. Mais en dehors du projet, comment ça se passe quand tu gères une agence en Chine? Alors d'abord, il faut... déjà, moi je pense que la réussite, c'est beaucoup l'écoute. Ouais. Et donc il faut pas arriver avec ses certitudes. Et on ne peut pas arriver dans un si grand pays en se disant, justement, une pensée néocoloniale, en se disant on va leur apprendre quelque chose, parce qu'il faut être un petit peu humble. Les cerveaux restent en Europe et puis on va faire travailler les Chinois. Ouais, tu vois, c'est la grosse erreur qu'on a fait stratégiquement la France. Mais... Ouais. Mais tu vois, il y a déjà là, pour réussir en Chine, il faut, ou partout ailleurs d'ailleurs, hein, il faut d'abord écouter. Il ne faut pas arriver avec ses certitudes. Il faut être capable de faire à la façon d'eux quand même. Je ne pense pas que... on ne peut pas imposer à une culture aussi puissante, mais d'ailleurs pareil aux États-Unis, hein, que les États-Unis ou la Chine, c'est des cultures extrêmement puissantes. Et donc la première chose, c'est l'écoute, et c'est de comprendre comment ça fonctionne, et essayer de fonctionner à la chinoise ou à l'américaine, vraiment. C'est la première chose. Hein. Et après, je dirais, c'est le premier élément, moi, qui m'a le plus frappé, c'est accélérer. C'est-à-dire que la seule façon d'avoir une forme de pertinence en Chine, quand on arrive de Paris, c'est déjà accélérer. Mais considérablement. Hein. C'est-à-dire que sur un pitch en Chine, tu vas avoir, entre le moment où on te brief et le moment où tu sors à la campagne,
mais moi, je n'en revenais pas à quel point la Chine va vite. C'est-à-dire que j'ai aucune idée. Parce que... j'ai plus, ça dépend des pitchs, mais tu vois, là où c'est genre... je sais pas, j'ai eu la sensation en arrivant que j'avais 5 fois moins de temps pour produire la campagne. Wow. Et que si je ne suivais pas, tant pis, ce sera une autre agence, quoi. Je sentais vraiment ça. D'accord. Ouais. Et donc ça, c'est un truc, je dirais, la vitesse, c'est vraiment un truc qu'il faut intégrer. C'est pour eux, tu sais, dans le qualité-prix-vitesse, ils mettent la vitesse en numéro 1. Tellement que le gouvernement a dû communiquer en interne pour essayer de ralentir un peu ça. D'accord. Ouais. Parce que on est arrivé à un point où la Chine allait trop vite pour construire un pont. Ouais. Et du coup, la qualité ne suivait pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la qualité ne suivait pas. Après, mais aujourd'hui, ils arrivent. Je sais que la Russie, ils se sont récupérés plein de problèmes de camions avec un manque de frein. Enfin, ils avaient des soucis. Ouais. Mais donc, ils ont des problèmes de qualité. Ils peuvent avoir des problèmes de qualité dans cette optique de vitesse, c'est ça que tu dis ? Ça peut arriver, mais donc c'est pour ça que le gouvernement chinois, mais ça fait des années, hein, oui, j'imagine. C'est dire à quel point la vitesse est importante. Dans les grands thèmes du gouvernement chinois, il y a des grands thèmes par an, 4 ou 5 grands thèmes, qui sont donnés généralement pendant le Chinese New Year, la cérémonie du Chinese New Year. Parce que je sais, parce qu'on a fait une pub un jour pour le Chinese New Year, pour le gouvernement. Et un des grands thèmes de, je sais plus, ça devait être 2014, je crois, c'était de ralentir. Donc c'est dire à quel point ils étaient rapides pour qu'une communication gouvernementale soit... Ralentissez. Voilà, ralentissez. C'est fou. Mais ça en dit long sur la rapidité étourdissante de ce peuple, en fait, hein, vraiment. Et ils sont très très souples aussi. Il y a beaucoup, ça, c'est un truc qu'on peut apprendre de la Chine. C'est les champions du pivot. Hein. C'est-à-dire qu'ils pivotent tout le temps. En fait, ils foncent, ils lancent un truc, ils pivotent, jusqu'au moment où ça mord et ça, c'est pertinent par rapport à une époque, et là, ils déroulent. C'est très entrepreneurial. Ouais, parce qu'en fait, l'entrepreneur, c'est ce qu'il fait. Enfin, un entrepreneur, il va pivoter jusqu'à ce que ça marche. Quoi. Ouais. Concrètement. Ouais. C'est intéressant. C'est vraiment... c'est un peuple très entrepreneur. Hein, c'est vraiment... mais tous. Et il y a un truc qui m'a toujours frappé en Chine, c'est... Tu as vraiment la sensation que si tu rentres dans une pizzeria et tu commandes des sushis, ils vont pas dire non. T'as vraiment... Je pousse le trait. Ouais, tu caricatures. Mais c'est une caricature, tu vois, pour make it point. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont tellement le sens du business qu'on va te dire, oui, bien sûr, ça prend juste 20 minutes, le temps qu'il a acheté des sushis et de les vendre. Et c'est jusque-là, c'est une image. Bien sûr, c'est une image. Ils vont les mettre sur une pizza. Je pousse le trait, hein. Je pousse le trait, mais c'est-à-dire que les Chinois ont dans leur mentalité le business, vraiment. Mais vraiment... c'est des commerçants, en fait, historiquement. Ouais, c'est des commerçants. Ils sont brillants en business. Il n'y a rien à dire. Ils sont brillants. Et ils sont tous entrepreneurs. C'est un peuple d'entrepreneurs. Et donc hyper pragmatiques. Par exemple, les entrepreneurs, on est un peu à balles réelles, quoi. On fonctionne à balles réelles. Le risque est vraiment là. C'est pas un combat de paintball. Hein. Et si on fait une mauvaise année, on va à la banque. Hein. C'est réel. Et donc, ils ont vraiment la réalité accrochée au corps. Ils ne sont pas théoriques. Tu vois, donc quand tu bosses avec une marque chinoise, ils ne vont pas pré-tester. L'américain va pré-tester pendant 2 ans. Hein. Vraiment affiner la stratégie, fine-tuner, etc. Ça peut durer 2 ans jusqu'à arriver à calibrer le message parfait. Ouais. Et là, c'est bombardement à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils mettent un poids média, comme ça. Et la Chine, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça va être... une marque chinoise, elle va pas croire au test, parce que des gens derrière un glace sans teint, pour marquer, c'est pas du tout leur truc, parce que pour eux, c'est pas réel. Et donc, ils vont plutôt lancer à petite échelle tout de suite, et voir comment ça fonctionne. Et si ça marche, ils y vont, ça marche pas, ils arrêtent. Voilà, mais c'est vraiment une autre mentalité. C'est une mentalité, on va dire que l'Amérique a un côté très stratégique dans sa pensée, et la Chine a un côté très tactique, en fait, dans sa pensée. Et honnêtement, les deux sont intéressants. Je ne suis pas en train de plaider plus pour la Chine que pour l'Amérique, parce que vraiment, les deux sont opposés en quasiment tout, et intéressants, je trouve. Super intéressant. Et donc, ensuite, tu es parti à Los Angeles. Ouais. Donc, tu n'es pas repassé par Paris entre les deux. Enfin, pas vraiment, quoi. Je suis parti en 2012 de Paris, ouais. Ça fait 13 ans. Ouais, c'est ça, Et avant, j'avais voyagé aussi, hein. Avant, t'étais où? Avant, on avait voyagé parce que Farid et moi, on était les premiers à partir vraiment à l'étranger. On a vécu à Londres.
Après, c'est vrai que vous étiez à Londres. Ouais, après à San Francisco. Ouais. Ah mais oui, j'avais oublié. Et quand on est rentré, qu'on a lancé Marcel, on était un peu déjà des anglo-saxons en tout cas. Après, vous n'avez pas lancé Fred et Farid à la base? Non, ouais. Après l'Angleterre et San Francisco, on a lancé Marcel pour le groupe Publicis. Mais donc, on était déjà un petit peu des Américains à Paris, quoi. Ouais. Je pense qu'une partie de notre succès sur FF Paris, c'était ça. C'est qu'on était des Américains à Paris, on est arrivé avec des méthodes américaines un petit peu. Donc, très proche du client, très, très branding, result driven et tout ça, tous les mots américains. Justement, je suis très curieux pour toi, la culture américaine, qu'est-ce que tu as gagné? L'Amérique, c'est paradoxal parce que on a cette image un peu, on va dire, simplificatrice des Américains. Et on les prend un peu de haut en Europe. On les prend un petit peu dans la mentalité. Surtout avec Trump. Ouais. Alors qu'en fait, ils sont hyper subtils dans le business. Hein. Ils sont très subtils. Déjà, ils disent pas les choses. Déjà, tout est great. Donc c'est... Tout est amazing. Tout est amazing. Great. Donc il y a jamais de... Déjà, tu n'as jamais un terrain sur lequel tu peux vraiment t'appuyer. Je me rappelle, là, c'était un truc assez marrant, quand on bossait dans une boîte qui s'appelait Goodby Silverstein, à San Francisco, et quand on est rentré, qu'on a monté Marcel, le premier meeting, c'était un meeting Nestlé, et c'était un budget qui allait partir de Publicis, qui était en danger, qu'on nous a donné à nous. On a été un petit peu une solution pour pas que le budget parte. Ouais, je comprends. Et on nous a prévenu, on nous a dit attention, ils sont un petit peu fatigués, ils sont un peu en train de partir, un peu fatigués de la relation. Et donc on a récupéré le bébé, entre guillemets. Et c'était important pour nous parce que c'était un budget structurant pour nous. Puis c'était Nestlé. Nestlé, c'était vraiment très, très, très beau groupe, structurant, sur lequel on pouvait potentiellement se développer, etc. Et je me rappelle, on avait fait, pour le premier meeting, on avait fait 17 campagnes. Et on avait tout couvert. On s'est dit, vraiment, on leur a fait un cadeau incroyable, on avait tout couvert. Et c'était du coup le plus efficace, créatif, qui fait du word of mouth au truc ultra stratégique de fond, lower funnel, pour les volumes, on avait tout fait. Et le meeting, il y avait Farid, moi et Emmanuel Ferry, qui était notre directeur commercial. Ah oui, je vois très bien. Et en fait, le meeting s'est ultra mal passé. Mais vraiment, ça a été une catastrophe. Et on s'est fait, mais vraiment secoué en fin de meeting. On nous a expliqué à quel point c'était nul, en long, en large, en travers, à quel point ça, c'est pas bien, ça, etc., etc. Et je me rappelle donc qu'on était un peu secoué, parce que vraiment, on avait tout donné, on essayait vraiment de faire un truc bien. Et pas dans un truc de créatif capricieux qui se fait plaisir, tu vois, vraiment dans un truc où vraiment, on a vraiment essayé de faire bien pour la marque. Et donc, le client part, je me rappelle, parce que Emmanuel, notre directeur commercial, était « Oh, mais c'est une catastrophe », etc. Et il a une réaction normale en se disant « On n'a pas assuré ». Et je me rappelle, Farid et moi, on était super rassurés, presque contents. Parce qu'en fait, c'était notre premier meeting à Paris. Et en fait, on était face à un client qui était honnête, qui était clair sur ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, qui nous disait ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, même avec véhémence, et qui en plus nous laissait une chance. Donc en fait, mais ça n'existe pas aux US. C'est-à-dire qu'aux US, c'est great, fantastic, bye, et puis voilà. Donc, et donc c'est à toi, aux US, de vraiment essayer de profiler la personne en face pour comprendre les non-dits, comprendre le langage non-verbal, et essayer d'être vraiment attentif au langage non-verbal. Donc en fait, pour répondre à ta question, et donc on était hyper rassurés, on s'est dit ça va être super la France, ça va être facile. Et on s'est dit, parce que si à chaque fois on se fait dégommer comme ça, on va pouvoir agir, on va pouvoir progresser, amener vraiment ce qu'ils aiment. Et donc pour répondre sur la mentalité américaine, il y a vraiment, je pense qu'on les comprend pas bien. Il y a un truc finalement très subtil en fait. Ils sont dans les relations. Très paranoïaques, ils sont très légaux. Hein. Moi, mon épouse, quand elle déposait les enfants, par exemple, pour un anniversaire, il fallait signer ce qu'on appelle un waiver. Et c'est-à-dire, tu déposes ton fils pour un goûter, et tu dois signer un waiver qui décharge la responsabilité de l'autre maman ou l'autre papa qui reçoit les enfants en cas d'accident et même de mort. Donc tu vas déposer ton enfant en Californie. Hein. Après, la Californie, je pense, c'est assez extrême quand même, hein, à tout point de vue. Hein,
Mais donc ça va loin, quoi. À quel point il y a un cadre légal dans toutes les relations aux US. Tout est très cadré aux États-Unis. C'est très cadré et c'est très légal, et avec tout à la fois le côté positif d'un truc organisé et en même temps le côté un peu déshumanisant de la relation, tu vois, où tout devient un peu un système. Et donc il y a les deux, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. C'est dur à capter. En réalité, c'est marrant parce que c'est vraiment paradoxal, un peu antinomique. C'est-à-dire que quand on arrive en Chine, tout est écrit en chinois, on comprend rien, et on se dit mais c'est vraiment une autre planète. Et au bout de 6 mois, on se dit mais on est exactement pareil, en fait. Parce que les Chinois sont très latins. Hein. Quand ils parlent, ils rigolent, ils touchent, ils se tapent sur l'épaule. C'est les Italiens, quoi. C'est vraiment. On dit d'ailleurs, c'est les Italiens de l'Asie. Et ils aiment la bouffe. Ils aiment pendant la bouffe de parler de bouffe. Et finalement, on se rend compte qu'on est très, 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 très proche des Chinois. Et aux États-Unis, c'est un peu l'inverse, parce que quand tu arrives aux États-Unis, que tu connais pas les États-Unis, tu parles anglais déjà. C'est hyper familier. Ils parlent anglais, donc tu comprends. Toutes les rues, tu les connais, tu les as vues dans toutes les séries télévisées. Le cinéma, tu le connais, puisque c'était ton cinéma. Donc tu as la même culture. La musique, c'était la musique. Les marques, tu as consommé McDo et tu as porté des Levi's. Et donc, quand tu arrives aux États-Unis, tu as vraiment cette sensation de familiarité très forte, d'aller voir un cousin. Et en fait, au bout de 6 mois, tu te rends compte que le système d'exploitation américain n'est pas le même, en fait. Tu peux élaborer ? Il est très différent parce qu'il est sur une base légale, toujours, et sur une base d'organisation d'une société, avec des fonctions, en fait, plus que des gens. C'est vraiment des fonctions. Et avec un cadre extrêmement clair, et tout est extrêmement codifié. Oui, c'est clair. Pour réussir aux États-Unis, il faut comprendre les codes et appliquer les codes. Il ne faut pas essayer d'accélérer ou de ralentir, il faut juste comprendre les codes et, voilà, et essayer de s'intégrer vraiment et de devenir américain. Par contre, et c'est là où c'est fascinant, l'Amérique est fascinante, hein. Par contre, c'est une société inclusive dans le sens où tu peux devenir américain. Non mais je veux dire, tu peux vraiment l'être. Oui, c'est clair. Et être considéré comme. Ce qui n'est pas le cas de la France. Hein, c'est pas le cas de la France. Un Chinois qui vient vivre en France, toute sa vie, il va être considéré comme un Chinois. Comme un musulman. Toute sa vie. Et ça, c'est le grand mensonge de l'intégration républicaine, pour le coup. Ouais. Alors qu'en Amérique, au bout de... le temps d'absorber un petit peu la culture quand même, mais au bout de 5 ou 10 ans, tu es vraiment américain. Et tu peux devenir même plus américain qu'américain, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est vraiment inclusif. Et j'avais entendu un TED Talk vachement intéressant, je ne sais plus qui c'était. Alors il poussait le trait aussi, c'est un Américain, c'est un Asian American, scientifique, et il disait détrompez-vous quand vous pensez qu'on fabrique les talents. On ne fabrique pas les talents, on est juste une machine à acheter les talents. En fait, on a des belles écoles avec des fortes réputations, mais la réalité de la data sur les gens qu'il y a dans les boîtes, en fait, on va acheter les talents. En fait, vous formez nos talents. Oui, mais c'est le cas. Et on les achète. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne transition avec le sujet d'après. Enfin, en tout cas, le sujet que j'avais traité, qui est l'IA, où en l'occurrence, en France, on a des excellents chercheurs en IA et la Silicon Valley, Los Angeles, mais aussi quelques boîtes à New York ont acheté ces talents. Tu vois, on connaît Yann Lequin, mais la numéro 2 d'OpenAI est aussi française. Je n'ai plus son nom en tête, mais en tout cas, qui vient du sud de la France. Hein. Exactement. Qui est une rockstar. Hein, qui est une grosse rockstar. Donc en fait, en France, on a vraiment des superstars qui ont des énormes postes aux US. Je pense que la majorité des Français n'en ont aucune idée. Et ils sont recrutés à prix d'or, hein, bien sûr, mais aux US. Je voulais te parler d'IA, c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup creusé, si je ne me trompe pas. Oui. C'est quoi ta vision de l'IA ? Pratiquer en tout cas. Pratiquer. Mais même, tu as même développé des concepts. Oui. Donc c'est quelque chose mais je précise, je ne suis pas Grégory, je suis un utilisateur. Parce que la réalité, c'est que les vrais champions de l'IA, ils existent depuis 30 ans. Hein. Oui, voire 50. Voire 50. Et moi, j'ai aucune prétention du tout. Nous, on est des utilisateurs. Par contre, on est des utilisateurs éclairés, entre guillemets, dans le sens où on s'est passionné assez tôt, en fait. Quand l'IA est arrivée, on a eu peur, hein, comme tout le monde. Hein. Moi, j'ai vraiment eu peur. J'étais négatif au début. Hein. J'étais vraiment... j'ai vu le danger que ça représentait pour la communauté créative. Et moi, j'en ai eu
Tu sais, j'habitais à Los Angeles et donc comme tous les Angelinos, les habitants de Los Angeles, j'étais exposé à la technologie, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est pas que dans les magazines, c'est pas que des concepts, t'es exposé dans la rue, quoi. Waymo, tu sais, le taxi sans chauffeur, les petits robots à Santa Monica qui délivrent. Toi, t'étais où, dans quel quartier? Parce que bon, ça a tellement d'importance à Los Angeles. Chestnut Hills. Ah oui, ok. Ouais. Et donc, t'es exposé directement, tu vois, à la tech, hein, dans toute la Californie. Hein. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'essayer GPT, c'est quand cette météorite GPT est arrivée sur Terre, de l'essayer la première ou la deuxième semaine, enfin au tout début, vraiment au tout début. Et je m'en rappellerai toujours parce que j'étais dans ma penderie, assis par terre sur le plancher, avec mes 3 fils, et on a prompté pendant des heures, mais des heures. Je ne sais plus jusqu'à quelle heure du matin, et j'observais mes fils, d'ailleurs, leur réaction à ça. Et mon fils aîné m'a dit, Ilian il s'appelle, il m'a dit, mais papa, je vais arrêter mes études, ça sert à rien en fait, tout ce qu'on apprend, etc. Je lui dis, attends. Attends, va pas trop vite, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là. Et en fait, j'ai vu la trajectoire assez vite et c'était vachement dur, parce que moi, mon premier prompt, je l'avais déjà raconté 3 fois, mais vraiment, mon premier prompt, c'était un dialogue entre une vieille 911 Porsche et une nouvelle Tesla. Et tu vois, ce que ça peut donner, ce genre de dialogue entre l'électrique, etc. Et donc, j'ai vraiment espéré en promptant que ce soit mauvais. Et voilà, parce que ça m'aurait rassuré. Et en fait, c'était bon, sincèrement. C'est un bon dialogue. Après 2-3 justement du prompt, tu vois, c'était un bon dialogue. Et donc, c'était assez troublant pour moi et déstabilisant, mais je dirais, parce que tout ce que j'avais construit pendant 20 ou 30 ans, c'est-à-dire cette croyance dans les créatifs, dans la création, dans la valeur ajoutée créative, même dans le business, c'est-à-dire que cette croyance profonde, vraiment enracinée en moi, que le créatif doit être respecté dans la société parce qu'il peut apporter une valeur. J'étais vraiment... chevillé au corps. Ouais, animé par ça. Mais tu sais, comme on a tous nos petits combats personnels, tu vois, à plein de petits niveaux. C'est un de mes petits combats, c'est-à-dire de penser que finalement... le créatif doit avoir un rôle plus important dans la société, ou le directeur artistique, etc. Et que finalement, est-ce que ce serait pas un meilleur monde, en fait? Animé un peu par ce truc-là. Et donc, vraiment, et on s'est battu avec Farid vraiment pour installer ça, cette culture créative. Et donc, quand je vois, soudain, juste sur mon mobile, une machine qui est ultra performante en création, c'est déstabilisant. Moi, mon monde s'est effondré, hein, mais vraiment. Comme tu sais, les derniers plans de David Fincher là, dans Fight Club. Tu vois, quand les immeubles... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Fight Club, mais... Tu vois, quand les immeubles tombent. Moi, c'est ça. Hein. C'est le dernier plan, quand tu vois, en fait, ils ont mis des bombes partout, et puis... moi, c'était ça. C'est-à-dire, je me suis dit, mais... Et en plus, dans ma mentalité, je suis toujours tourné vers le futur, jamais vers le passé. Et j'ai du mal à regarder le passé, je regarde toujours le futur, ma tête est dans le futur. Pour ça, je file bien avec les Chinois, en fait. Et du coup, je vois assez bien les trajectoires. Un peu à la Black Mirror. Black Mirror, en fait, il regarde une trajectoire, et il la pousse. Et ce qui est intéressant dans Black Mirror, c'est qu'il la pousse pas non plus trop loin. Il la pousse pas très loin. Il la pousse un peu. Et c'est ça qui est intéressant, et du coup, c'est beaucoup plus tangible, c'est pas abstrait. C'est ce que c'est Aldous Huxley aussi. Hein. Il prenait des trajectoires de relation à la technologie, etc. Il les poussait un cran plus loin pour voir. Et moi, j'arrive assez bien ça. J'étais un passionné de science-fiction quand j'étais plus jeune. C'est ce que j'allais dire. J'ai lu Gibson, Sterling, Dick, tout ça, tous les écrivains de science-fiction. Et donc j'arrive assez bien à voir ça. Et c'est vrai que moi, j'ai vu la portée de ce truc et je me suis dit, mais c'était vraiment survival. Je me suis dit, on ne peut pas survivre à ça. Je me suis dit, nous les créatifs, on ne peut pas survivre à ça, c'est trop fort. Et donc je passais par toutes les émotions négatives. Enfin, stupeur, peur, colère, frustration, dépression, pas vraie dépression, je veux dire. Non, bien sûr. Mais tu vois, tristesse, etc. Et là, c'était marrant pour revenir à la Chine parce que moi, je pensais que voilà, le monde s'était effondré. Mon monde s'était effondré, c'était vraiment un autre monde maintenant, de gens de la tech ultra efficaces. Et jusqu'à ce que justement j'aille en Chine. Et là, c'était hyper marrant pour revenir à la mentalité chinoise, pour faire un pont avec le début de notre conversation. J'arrive en Chine et mon associé chinois avait, lui, réagi complètement différent.
Tu le connais, Feng Wang? Non, tu l'as pas. Et c'est un mec incroyable. Et lui, il n'était pas du tout dans un truc qui suis-je ou vais-je à la française. Très philosophique. Voilà, il n'était pas comme ça du tout. Lui, il était vraiment comment je fais de l'argent avec. Et donc, il avait organisé une exposition. Dans l'agence et en bas de l'agence, il y a une galerie d'art. Et il avait déjà organisé une exposition avec 100 AI artistes. C'était au tout début. Mais les Chinois vont tellement vite qu'il y avait déjà plein d'AI artistes. 100 AI artistes. Il avait listé, je ne sais plus, 300, avec la prod, 300 AI artistes qu'on pouvait faire bosser pour les marques. Il avait déjà entrevu, lui, c'est cool, on va produire moins cher, donc on va se concentrer, vendre des idées. Et puis voilà, tout ce qu'on pouvait faire avec une prod moins chère. Et là, je me suis vraiment pris la claque de la Chine. Moi, j'étais le français typique, hein, tu vois, un peu tourné vers le passé, un peu... Et qui a un petit peu peur d'avancer dans l'inconnu comme ça. Et lui, le chinois typique, qui a foncé. Et en fait, pour moi, c'était une douche froide, hein, ça m'a réveillé. Et l'expo s'appelait AI Imagination. Oui, c'était une expo, en fait. Qui est vraiment un mot que tu utilises beaucoup, toi. C'est devenu le nom de notre spin-off. Ouais, c'est ça. Et donc je vois le mot AI Imagination et je dis, mais c'est nous ça? Il me dit, ouais. Je dis, mais c'est vachement bien ce nom, je trouve ça super, parce que quand tu promptais au tout début, Midjourney a fait un peu le rôle de Napster dans le domaine. Ouais, c'est lui qui a défriché. Maintenant, bon, il y a plein de players, il y avait OE3, mais je veux dire, c'est le défricheur, si on est honnête. Oui, c'est clair. Ça a été sur la partie créative. Ouais, je te parle que de Gen AI. Parce que moi, je connais rien d'autre. Hein, voilà, et donc je connais que la Gen AI pour les marques. Moi aussi, je connais bien la Gen AI. Je reste dans ma petite niche. Hein, moi aussi. C'est la grosse niche, mais ça reste une niche. Parce qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas que la Gen AI. Ouais. Donc moi, je reste dans ma... Mais c'est vrai que dans ma petite niche, là, Gen AI pour les marques, Midjourney a été vraiment leader à un moment. Et quand tu promptais avec /imagine. Ouais, tu passais par Discord et tout. Ouais. Et donc, moi, je vois qu'il prend un peu le mot le plus important, qui est imagine. Il met AI devant, et je trouvais ça bien, parce que je me disais, c'est bien d'avoir la catégorie dans le nom, tout simplement. Je l'ai vu en pitch. Ça m'est arrivé de perdre face à des agents spécialisés qui avaient un peu le nom de la catégorie dans leur nom. Et donc, ils passent plus facilement pour un spécialiste qu'un autre. Parfois c'est légitime, parfois ça ne l'est pas. Donc je me dis c'est pas mauvais, on va mettre le nom AI. Puis je me rendais compte à quel point c'était même plus une révolution, quoi. C'était un changement de civilisation. Et donc je me disais de toute façon on ne peut pas en faire un département, parce que l'idée d'en faire un département est en soi une incompréhension de l'ampleur de ce truc-là. Et je l'ai dit plusieurs fois dans un cours d'interview, tout comme ça. Si l'un doit être un département, l'autre, c'est plus, je pense, FF qui doit être un département de l'imagination, parce que le sens va l'histoire va dans ce sens-là, va dans le sens de l'AI. Et donc on est parti de AI Imagination, j'adorais le nom, et puis on s'est lancé de façon vachement empirique, vraiment humble et empirique, parce que on n'est pas arrivé avec nos certitudes, on s'est dit, il faut qu'on essaye, c'est tout. On s'est dit, donc moi j'ai fait un petit spin-off en interne, j'ai recruté 26 personnes. D'ailleurs, culturellement, c'était intéressant parce que j'ai eu une résistance de l'Atlantique, on va dire, c'est-à-dire l'office parisien et l'office new-yorkais qui étaient très européens. Et je me suis retrouvé, en fait, naturellement, avec une équipe de départ chino-californienne. D'accord. Et on voit bien qu'il y a eu un shift dans le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment de Atlantic Time, ça se passait vraiment entre l'Europe et la côte Est, en fait. C'était là le monde, en fait. Il était au cœur, c'était Atlantic Time. Et on est passé à Pacific Time. Et là c'était vraiment, c'est des choses qu'on entend, hein, j'invente rien. Oui, bien sûr. Mais là, c'était tangible. C'est vraiment tangible, parce que j'ai enthousiasme des Californiens, enthousiasme des Chinois, et réticence comme moi-même, hein, donc je ne le reproche pas, puisque moi-même j'avais les mêmes réticences au départ. Mais c'était culturellement super intéressant, j'ai trouvé. Vraiment, quel impact aujourd'hui, avec le recul, tu vois sur le monde créatif, et de manière plus large sur le monde de l'entreprise, de l'AI? Je pense que... D'abord, il y a une phrase de Elon Musk que j'ai vraiment aimée. Il y a eu un débat apparemment avec... c'est un copain qui m'a raconté ça, je ne l'ai pas vu, hein, je précise. Donc, mais un copain m'a raconté ça aux US, qui a eu un débat. Alors je ne sais pas si c'était dans la sphère privée ou publique, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un de la tech qui m'a dit ça. Il y a eu un débat entre Keanu Reeves, l'acteur, et Elon Musk. Et Keanu Reeves était assez véhément sur l'AI. Donc, et la réponse d'Elon Musk, elle est fracassante.
elle est glaciale et d'une efficacité incroyable. Il disait, ma question, c'est pas si je suis pour ou contre. AI is evolution. Point. Terminé. Voilà. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Le débat est ailleurs. Le débat, c'est pas... C'est une révolution industrielle, de toute façon. Voilà. Maintenant, c'est comment on l'utilise, comment on l'oriente, mais l'autre débat de AI ou pas, il est déjà terminé. Non, ça c'est clair. C'est-à-dire que... Et rentrer dans... C'est un débat du passé. Oui. Enfin, il n'y a même pas de débat, en fait. Ouais. Et en plus, on s'en rend compte quand on habite aux États-Unis, en Chine, c'est inarrêtable parce que c'est un sujet militaire. Par ailleurs. Enfin, ça a toujours été, mais... Donc, on peut pas... Enfin, c'est impossible que la Chine ralentisse et prenne le risque que l'Amérique avance. Et inversement. C'est impossible. Donc là, il y a une espèce de course effrénée en avant, une fuite en avant sur la AI. Avec des il y a même des gens qui disent qu'il y a une bulle, même Altman, Altman dit que c'est une bulle. Mais, ah oui, ok, ouais. D'investissement, bien sûr. Déjà, on a bien vu que ChatGPT 5 était moins bien que ChatGPT 4.5, donc on voit qu'on est en train de ralentir sur les modèles. Puis il y a eu la claque DeepSeek chinoise. Et puis, voilà, exactement. Donc, ça, c'était un affront, c'était un camouflet, parce que Trump, quand même, avait fait une annonce extraordinaire. Il y avait d'ailleurs Sam Altman qui était là, il y avait et des banquiers, mais vraiment des banquiers comme... Enfin, à un niveau, on ne soupçonne même pas. C'est 100 milliards. 500 milliards. 500, oui, et il avait fait 500 milliards quand il était arrivé. Et tout le monde était KO parce que les players étaient essentiellement américains, tous. Et donc, c'était un coup de massue sur la Chine, mais sur le reste du monde. Parce que tout le monde s'est dit, bon, ils ont l'idée l'ancien monde, ils vont l'idée le nouveau monde. Voilà. Ils ont compris à quel point c'était une nouvelle civilisation qui arrivait, à quel point l'IA allait tout bousculer, et ils se donnent les moyens d'être le leader de ce nouveau monde. Et tout le monde s'est dit ça, et les marchés étaient assez rassurés quand il a fait son annonce. Et là, c'était quoi, 2 semaines plus tard, DeepSeek qui arrive, et avec toute l'ironie du projet, parce que c'était un projet étudiant, c'était un side project étudiant, et 20 millions, ils l'ont fait avec 20 millions. Ça, c'est et sans les microchips NVIDIA, qui étaient le cœur du truc, il fallait absolument les microchips NVIDIA, etc. Et en fait, non. Et ils ont fait un truc très performant, donc avec 4 éléments pas prévus. Et là, ça a été un coup de Trafalgar sur tout ce mouvement-là. Et en même temps, c'était extraordinaire parce qu'il y avait un côté... en fait, c'est possible. En fait, la barrière à l'entrée, elle n'est pas si élevée que ça. Et en fait, des nations, je dirais peut-être un peu en retard, en Europe, ou dans le reste du monde, ou en Amérique du Sud, ou en Asie du Sud-Est, peuvent rentrer, en fait. Et en fait, ça a redonné de l'espoir à tout le monde. Tout le monde s'est dit, en fait, on peut participer. C'est pas 500 milliards ou rien. On peut vraiment participer à ce nouveau monde. Et prendre une part. Mais tu m'as pas répondu sur l'impact dans le monde créatif et dans les entreprises. Toi, en tant que patron de boîte, tu as les deux postures. Tu es patron d'une boîte, donc tu vois l'impact dans une boîte, mais aussi, c'est une boîte créative. Et c'est vrai que... Alors, je pense que c'est un chouïa moins vrai sur la partie, même si tu as été Midjourney, mais c'est peut-être un peu moins vrai sur la partie créative image, on va dire, que sur le texte, qui toi est ton cœur à l'origine, si je ne me trompe pas. Tu veux dire entre texte et image ? Non, l'impact sur l'entreprise et l'impact dans le monde créatif. Alors, l'impact sur le monde de l'entreprise, je pense quand même si je suis un AI enthousiaste, etc., et j'y suis allé vite, mais je pense quand même que ce dont parle Yuval Noah Harari, l'écrivain Sapiens, il dit qu'on va donner naissance à une caste d'inutiles. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire que je ne vois pas comment il ne peut pas y avoir une vague dangereuse de licenciement et de remplacement par la machine. Et c'est un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé quand on a automatisé les usines sur les cols bleus, ce qu'on appelait les cols bleus, les ouvriers. Et les machines ont remplacé les cols bleus petit à petit. Donc au lieu d'avoir 50 cols bleus, il y en avait un qui contrôlait 10 machines, qui faisait le job des 50, à peu près. Et d'ailleurs, si on est honnête, on n'a pas été très empathique. C'est-à-dire que dans le discours national, c'était oui, mais c'est important l'automatisation, c'est important de vivre avec son temps, c'est important le progrès, on peut pas... Et on était plus dans une logique de evolution, justement.
Bon, voilà. Mais là maintenant, c'est les cols blancs qui se font remplacer. Là, c'est les cols blancs, voilà, exactement. Donc là, on rentre dans ouais, c'est les cols blancs qui sont remplacés. Donc, je pense que c'est un choc pour beaucoup de gens. Hein. C'est vraiment la société de service qui est en danger. Et ça pose des grosses questions parce que ça pose la question de à quel moment il faut quand même contrôler un petit peu ça. C'est-à-dire un peu comme, j'aime bien l'image du serpent qui se mord la queue. Mm-hmm. Tu sais, il se mord la queue jusqu'au moment où il périclite, en fait, et en fait, il se suicide, en fait. Et j'aime bien cette image parce que c'est l'image que j'ai tout le temps quand je pense à ça. C'est-à-dire que, prenons n'importe quelle boîte en France qui se met soudain à remplacer tous les cols blancs par de l'IA. Évidemment, l'année 1, 2 et 3, le CFO est une rockstar et c'est super et c'est formidable et tout le monde est content des profits et tout. Mais l'année 4, il se passe quoi? Parce que si tout le monde est au chômage, qui va acheter les produits? Et donc, on se rend bien compte que ça a une limite, cette logique, elle a une limite. Limite qui a été abordée il y a très longtemps, parce que même quand Benoît Hamon, tu te rappelles, parlait du salaire universel, c'était en fait une idée reprise à la tech américaine. Parce qu'il y avait déjà des bouquins en Californie sur le Universal Basic Income. Mm-hmm. Et donc on était... cette idée de l'obsolescence d'une grande partie de la population, et donc cette idée qu'il va falloir les rémunérer pour qu'ils puissent quand même être des consommateurs, pour que quand même ça fonctionne, elle est dans les esprits depuis longtemps. Et donc, c'est pas comme si on la découvrait. Et puis cette idée, elle a un truc presque effrayant, dans le sens presque un peu communisme dans sa version la pire, quoi. Mais tu sais que Adam Smith se posait déjà la question de qu'est-ce que les gens allaient pouvoir faire de leur temps libre. Ouais. Tu vois, donc c'est vieux, hein, c'est même pas, tu vois, c'est même avant la Silicon Valley. Oui, okay. Mais oui, je vois très bien. Toute cette logique, elle est pensée depuis un petit moment. Bah ouais, et après, une société dans laquelle on est payé parce qu'on existe et on n'a pas de fonction dans cette société, on n'a pas d'utilité dans la société. On parle d'utilité dans un cercle familial, etc. Mais dans la société, zéro utilité, c'est vraiment compliqué parce que ça touche à l'estime de soi, ça touche à... Mais tu crois pas que... Enfin, moi, la manière dont je l'envisage, c'est que ça remplace des tâches, ça remplace pas forcément des jobs. Ouais. Et que, en fait, ton job, il est constitué de multitudes de tâches. Et que si tu passes du temps à développer des compétences qui ne sont pas remplaçables par l'IA, en particulier, tu vois, la relation humaine, je pense aux agences, la créativité pure, c'est-à-dire vraiment ce que dit Rod Bean, c'est-à-dire le fait de faire de la créativité de rupture, ce qu'une IA n'est pas vraiment capable de faire. Toutes ces choses-là que tu peux développer, la gouvernance, l'éthique un peu avancée, etc. Bah, du coup, tes collaborateurs... Alors, en tant qu'individu, déjà, tu peux garder ton job, mais aussi une entreprise, elle peut réenvisager, parce que c'est ce qui s'est passé avec les usines. Les cols bleus, ils sont montés en compétences, c'est devenu des contremaîtres, c'est devenu, tu vois, ils ont quand même, on n'a pas, tout le monde n'était pas au chômage. Il y a eu une période pendant laquelle les gens étaient au chômage, mais ensuite ils ont monté en compétences. Est-ce que tu ne crois pas que c'est possible dans une société de service? Et je ne sais pas comment vous l'envisagez pour faire des pareils par ailleurs, mais... Si, mais quand je vois la vitesse à laquelle ça va, et il y a vraiment un grand emplacement, je fais exprès d'utiliser ce mot provocateur, hein, un grand emplacement par la machine. C'est-à-dire que on voit que quand même... Alors c'est marrant, moi je suis génération Terminator. Même génération. On a encore un peu cette idée Matrix, Terminator, mais on a été forgé à ces idées-là, mais... et ce qui est fou, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un remplacement de nos cerveaux par l'IA, qui est entériné très largement, et en parallèle, on pourrait se dire on va se réfugier dans ce que les Américains appellent IRL, in real life. Et donc on va se réfugier, et par exemple, moi je vais pousser un de mes fils à être un chef, voilà. Et parce que ça touche à un truc physique, concret, matériel, manger, recevoir des gens, et je me dis il sera peut-être moins en danger là qu'ailleurs. Et donc on peut se dire je vais aller dans ce monde réel en fait, et comme un refuge un petit peu. Et on peut même se dire et ce monde réel va exploser de créativité puisqu'il va y avoir une masse d'intelligence qui va arriver dans ce monde réel, ça va être incroyable. Mais en parallèle, on ne peut pas ne pas constater l'évolution des humanoïdes.
que soit Tesla ou les Chinois. Et donc, il va y avoir concomitant à ce remplacement intellectuel, un remplacement physique. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les restaurateurs ils vont hésiter longtemps. Parce qu'ils ont beaucoup de mal, les restaurateurs par exemple, à recruter. Ils ont beaucoup de mal à fidéliser, ils ont beaucoup de mal à... Et donc ils passent leur temps à recruter. C'est compliqué. Voilà. Et quand on va leur dire, un robot Tesla, parce qu'a priori le Tesla il sera à 30 000, moi c'est ce que j'ai entendu, 30 000 $. Un robot Tesla à 30 000 $ peut faire ce boulot, n'est jamais fatigué, bosse la nuit, donc la nuit il peut nettoyer le restaurant, bosse le week-end, et je ne pense pas qu'ils vont hésiter longtemps. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels les employeurs ne vont pas hésiter. Et donc c'est fou ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que... Mais c'est fascinant, hein, Grégory, moi je trouve... Non, mais c'est fascinant. C'est fascinant ce qui est en train de se passer, c'est un truc de... Quand on y pense, quand on médite un peu dessus, c'est... Moi je suis à la fois excité, effrayé, tu sais, j'ai un dédoublement. Oui, il y a un effet waouh, un effet waouh. Ouais, dans les deux sens waouh, quoi. Ouais, j'y vais avec cœur, et en même temps il y a un dédoublement où je me dis, mais... Bon, je me dis, ça va être terrible. En même temps, je me dis, mais j'ai tellement de chance d'assister à ce moment terrible parce que c'est vraiment intéressant. Mais on peut méditer, on peut méditer sur 3 mots. Mais vraiment méditer, vraiment se mettre en... Je mets les 3 mots dans ma tête, je respire calmement et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ces 3 mots, c'est ça la météorite GPT, hein, c'est « intelligence is free ». Et c'est fou. C'est-à-dire que... les fondements de notre société, c'est la vente de l'intelligence. Et depuis toujours, c'est-à-dire que je pense que le conseiller à côté du pharaon, qui lui susurrait des petits mots dans l'oreille de « ce serait peut-être pas mal de faire ça maintenant ». Le fou du roi. Ça devait être probablement le mec le plus intelligent du royaume, j'imagine. Et on a toujours respecté l'intelligence, et je dirais, c'est les fondements de notre société, c'est-à-dire qu'à l'école, c'est pas le plus drôle qui a le diplôme, c'est pas le plus beau. C'est pas le plus charmant, c'est pas le plus fou, c'est le plus intelligent. On a choisi ça, on s'est dit, c'est le plus intelligent qui a le diplôme. Et tous les métiers, c'est qu'on soit architecte, designer, publicitaire, tous les métiers vendent de l'intelligence. Et soudain, on a un truc qui arrive et qui remet ça en question et qui dit « intelligence is free ». Et elle est dans la paume de la main et bientôt supérieure à nous. Et donc, c'est pas la toiture qui est attaquée, c'est les fondements de la société qui sont attaqués. Mais c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on participe en ce moment à cette mutation profonde. Et moi, j'y vais sur Imagination, notre petite boîte, c'est un petit studio. Hein. C'est rien du tout, on est une coquille de noix, on n'a aucune prétention à être des techos, on n'est pas des techos, on est juste des petits créatifs. Mais j'essaye, sincèrement, à mon petit niveau, d'être conscient de ça. Et j'essaye d'être dans l'étape 2. Je me dis, on va rencontrer une AI fatigue, on va rencontrer une AI anger, je pense. Je pense qu'il y aura une forme de gilet jaune de la AI mondiale, hein, avec Unplug AI, AI is evil, etc. Je pense qu'il y aura un truc comme ça à un moment. Et à un moment donné, on va devoir se dire, est-ce qu'on laisse la société péricliter ? Ou est-ce qu'on organise une société dans laquelle l'IA est au centre et partout, mais dans laquelle l'humain continue à jouer un rôle. Excuse-moi, t'es passionné. Pour arriver, je suis pas forcément tout d'accord avec tout, mais c'est pas grave. En fait, j'ai presque terminé ce point. Et donc je me dis, nous, on est dans un truc. Enfin, on essaye, on est conscient de ça. On a autant d'excitation que de peur, autant d'espoir que d'angoisse par rapport à ce nouveau monde. Mais on se dit qu'on travaille dans ce sens-là. C'est-à-dire que, moi, il y a une formule que j'adore, qui a été appréciée d'ailleurs dans certains groupes de luxe. Je leur ai dit, pour décrire ce qu'on faisait, je leur ai dit, on fait de l'IA, mais de l'IA artisanale. Donc j'essaye de copyright ce truc-là. Copyright, entre guillemets, j'essaie de le dire suffisamment pour qu'on se dise, Imagination, c'est ça. C'est l'IA artisanale, c'est-à-dire que on le fait, et j'adore la provocation de ce mot, parce qu'on veut garder l'humain au centre, et en fait, on veut utiliser cet outil alien, extraordinaire, au sens propre, extraordinaire, au service d'une forme d'amplification de qualité humaine, qu'on connaît, donc empathie, sens du beau,
imperfection, tout ce qui fait, tout ce que n'est pas la machine. Parce qu'en fait, il y a une prophétie un peu à la Wall-E qui est en train de se passer, c'est-à-dire que... C'est un exemple que je prends souvent, Wall-E, pour le coup. Ah oui, parce que Wall-E, tu vois, c'est un petit robot dans le film, c'est le plus humain, il est plus humain que les humains. Et il réenseigne l'humanité aux humains. Et là, il y a une grande prophétie à la Wall-E un petit peu, c'est que ces machines qui arrivent sur notre terrain, dans tous les domaines, elles rentrent sur notre terrain dans tous les domaines, elles nous posent déjà une question fondamentale qui est quel est notre avantage compétitif par rapport à la machine. Et il est donc, par définition, dans ce que la machine n'est pas, donc dans nos qualités humaines. Donc on devrait arriver, scénario positif, à une société qui réencourage l'émancipation de valeurs humaines, vraiment. Et si on est honnête, il faut reconnaître que dans les temps récents de notre société, depuis l'hyperconsommation, on a fait la promotion des humains-machines, entre guillemets. Oui, complètement. C'est-à-dire que faut nourrir la machine, etc. Ouais, puis quand on disait elle ou lui est ultra performant, on disait cette personne, elle est une machine. Voilà. Et on disait le mot, et le mot, c'est une machine. Et quand on disait ça, c'était wow, ok. Donc promotion, head of department, machin. Et on a fait la promotion des machines, en fait, à travers les humains. Et on se retrouve à un moment de notre histoire où la machine arrive d'une façon tellement brutale, et on voit bien, quand on utilise n'importe quel GPT ou autre, on voit bien à quel point ça va trop vite. Et donc, on se rend bien compte qu'on ne peut pas rentrer en compétition sur les qualités de la machine. Et donc, il va falloir développer autre chose. Donc, là aussi, c'est vachement intéressant ce qui est en train de se passer. Mais comment tu prépares l'agence ? Moi, je suis pas d'accord avec tout ça, mais pas dans le détail. Non. Mais dis-moi, non, mais ça m'intéresse. Moi, mon point de vue, c'est que c'est une révolution industrielle. Ouais. Je pense qu'on a une multitude d'intelligences en tant qu'humain. Je pense que l'IA, ça va remplacer un certain nombre de tâches, que ça doit libérer du temps. Enfin, si tu le fais bien. Et ça doit libérer du temps pour développer tes qualités humaines, ce que je disais, donc l'empathie, l'éthique, l'éthique avancée, la gouvernance, etc. Si tu ne prends pas gaffe, individuellement, par contre, c'est très problématique. Ça va renforcer... En fait, il y a plein de problématiques qui sont sociologiques, psychologiques autour de l'IA. Mais je suis pas sûr... Moi, je suis pas techno... comment on appelle ça technophobe. Ah non, mais je suis pas technophobe. Non, moi non plus, c'est sûr que non. Ah non, toi, t'es pas technophobe, toi, t'es plutôt techno... j'ai plus le terme. Mais tu vois, très tech en disant il va y avoir des robots, il va y avoir machin. Moi, je pense que ça va prendre plus de temps, tu vois. Je crois pas trop dans les GI, en tout cas pas dans mon vivant. AGI, donc... Artificial General Intelligence. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas, c'est l'intelligence générale, on va dire, donc l'équivalent de l'humain. Moi, je pense que on est arrivé déjà à des limites de l'AI. Et elle se trompe beaucoup... et donc c'est extrêmement important de comprendre comment ça bouge, c'est extrêmement important de l'intégrer, parce que c'est une révolution industrielle, mais je pense que l'erreur, ça serait de partir tout azimut dans l'AI. Mais bon, la question que je voulais te poser, c'est comment toi tu prépares l'agence dans cette révolution. Bon, déjà, tu as créé Age Imagination, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les collaborateurs chez Fred & Farid? Non, mais ça veut dire... Non, mais je pense que... ça veut dire simplement de... Moi, je pense que... Moi, je crois beaucoup à l'expérience. Je pense qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ce que j'essaye de faire, à chaque fois, je fais un petit talk sur l'IA, c'est de décomplexer, en fait. Surtout pas intimider avec la technologie, au contraire. Surtout pas. Moi, je dis toujours... enlever le shadow AI, tous ces trucs-là. Même le FOMO dans ce domaine, ça sert à rien, parce que de toute façon, tu te rappelles à quel point on avait attendu character continuation et location continuation. Parce que les storytellers, on avait besoin, pour raconter une histoire, c'était bien, on promptait des bons plans, des bonnes séquences, mais comme c'était pas le même personnage qu'on arrivait à maintenir d'une séquence à l'autre, c'était extrêmement dur d'animer une histoire complètement. Et donc l'ensemble de la Gen AI, du monde de la Gen AI, attendait character continuation. Et je crois que c'est Ron Weck qui a créé ça. Et donc c'était une petite révolution pour les storytellers, quand même. Mais il est évident, vu la masse d'argent qu'il y a dans ce domaine, que quand un des players craque une fonction, qu'à la seconde même, tous les players se disent on va intégrer ce truc-là. Bien sûr. Donc il n'y a même pas de FOMO à avoir. On a bien vu Gemini comme ça. Google, c'était hyper à la bourre, et puis maintenant, en fait... voilà. Et donc, il y a tellement d'argent dedans, il y a tellement de... Et même, tu te rappelles,
ce combat qu'il y avait sur, tu sais, pour obtenir un peu ce qu'on appelait à l'époque les flags et les modifiers. Non, ça, je me souviens. Donc, quand on promptait sur Discord, sur Midjourney, le vrai secret, et nous on s'est beaucoup appuyé là-dessus, le vrai secret difficile du prompting, c'était pas tellement la rédaction du prompt, c'était le petit code à la fin, petit code à la fin. Tu vois, dash sref, 50, je me souviens. Et donc on pouvait mettre le degré de bizarreté dans l'image, le degré de... Et donc, mais c'était un trésor, attention, parce que dans cette période, moi pendant 1 an, j'ai prompté comme un malade, et avec les personnes de Imagination. Mais attends, on se l'est passé, c'est de la drogue, c'était vraiment... Et c'était un truc incroyable, quoi. C'était sous le manteau, on se donnait les bons codes. Je suivais des cours à ce moment-là. Et on se rendait bien compte qu'un prompteur qui maîtrisait les codes arrivait à un résultat qui était juste rien à voir. Et donc voilà. Et en fait, il y en a qui ont frimé un peu avec ça, mais en fait, c'est un non-sens parce que la technologie va nous rattrape, et qu'elle va dans le sens de plus organique, plus intuitif. Et donc, on est à un stade un petit peu intermédiaire. Mais que cette période-là, elle va partir parce que, même regarde, Apple, ils sont en retard. C'est d'ailleurs fou de se dire que la première entreprise du monde a raté ce virage. Là aussi, c'est une période historique. C'est hyper intéressant. On dit, mais c'est dingue de penser que Apple... Mais c'est incroyable de penser qu'ils ont raté ce virage. Ils vont peut-être le rattraper, on va voir, ils vont peut-être trouver une façon de le rattraper. Ils ont l'argent pour le... Ils ont l'argent pour le faire, mais ils l'ont pas encore fait. C'est comme Google a raté les réseaux sociaux. Oui. Mais du coup, oui, le jour où un Apple rentre dans le game, Apple, ce qu'ils ont fait systématiquement, c'est qu'ils ont démocratisé. Cela dit, ils n'ont jamais été les premiers Apple. Ouais, ils attendent, ils observent, ils voient comment ça se passe. D'ailleurs, beaucoup ont laissé Midjourney un peu comme Napster. Napster, il y en a qui attendaient tapis, il y avait Spotify et Apple qui attendaient, ils ont laissé Napster, ils ont vu toutes les erreurs et les trucs bien, et hop, ils ont pris le marché. Exactement. Donc, mais là, ils tardent quand même. Mais il faut se dire un truc, c'est que quand Apple, un player comme Apple rentre, Apple, ce qu'ils font, c'est de la démocratisation, c'est-à-dire qu'ils rentrent sur le montage, ils le rendent de 7 à 77 ans. La photo, de 7 à 77 ans. En gros, ils ont ce truc un peu de... Tous les domaines dans lesquels ils rentrent, ils les simplifient avec des grosses icônes vachement claires et tout. Il les démocratise. Et donc, à un moment donné, il y a un player qui va rentrer et toute cette technicité du prompting, elle va disparaître. Oui. Et donc, en fait, si on fait un tout petit peu de Black Mirror ensemble, ou de Aldous Huxley ensemble, on peut se dire, ça va être quoi la création demain ? Ça va être, prenons l'exemple de l'architecte, j'aime bien cet exemple parce qu'il est hyper tangible. Tu te dis, tu vas dire à la machine, a priori, ce sera vocal, mais ça sera peut-être la pensée, mais je sais pas, pour l'instant c'est vocal. On utilise beaucoup le vocal, avec ChatGPT en tout cas. Ah oui. Et tu vas dire, fais-moi une maison. Le média par lequel la maison va venir, je sais pas, est-ce que ce sera un écran, est-ce que ce sera un hologramme, est-ce que ce sera dans les lunettes, est-ce que ce sera dans le casque virtuel, ou directement dans la tête, parce qu'on aura une puce qui fait que l'image interne verra le truc. Je sais pas par quel média la maison arrivera, mais elle arrivera. Donc on verra une maison, voilà, d'une façon ou d'une autre, devant nous. Et après, il suffira de dire à la machine, fais-moi plus grande, elle sera plus grande. Mets-moi un style Cape Cod, par exemple, comme à LA, tu sais, les maisons blanches. Donc la machine va faire un style Cape Cod. Bon, après, on va dire, je voudrais 4 chambres. Elle va faire 4 chambres. 4 chambres ensuite. Je voudrais une piscine. Ok, piscine. Piscine qui impressionne mes potes. Et là, blam, il fait une piscine qui impressionne les potes. Et après, ce qui est fou, c'est que, tu vois, parce qu'on pourrait se réfugier dans, oui, mais il faudra toujours la curation, donc le goût et la culture, pour curate, pour que ce soit bien. Et donc, nous, les humains, et particulièrement les Français, avec notre goût pour la culture, on aura un rôle à jouer dans cette étape 3 de l'IA qui est la curation, mais peut-être même pas. Parce que, je te donne un exemple, j'ai pensé à ça, parce qu'on pourra discuter avec la machine et dire à la machine, mets-moi dans cette maison des références architecturales qui impressionnent mes amis architectes. Tu vois, quand j'ai dit ça, je connais rien. Je n'ai pas prononcé le nom d'un architecte, je connais rien. J'ai juste dit, fais-moi un truc qui impressionne, et c'est l'IA qui va aller chercher les références pour faire un truc cohérent qui impressionne un architecte. Donc en fait, ce qui se passe, du coup, c'est quoi ? Et après, même, ça ira plus loin, c'est-à-dire qu'on dira, j'ai un budget de 1 million, il va changer les matériaux, retirer une chambre, et pourquoi pas contacter les contracteurs pour construire le truc. Donc en fait, ça veut dire, mais j'aime bien cet exemple parce que c'est sur un temps long. L'architecture, tu vois, la maison, le truc, l'autorisation. C'est concret. Tu vois, et là, c'est court. Mais en fait,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ça veut dire qu'à l'école, quand tu iras voir tes enfants pour voir les dessins, il y aura des dessins sur les murs, probablement encore un petit peu, mais on va press play à un moment, et des enfants de 5 ans auront fait des films. Non, je veux papa dans le ciel avec un hippocampe et une maison sur le soleil, etc. Et la machine va interpréter ça, et dedans, il y aura des trucs intéressants. Ouais, j'ai un pote qui a créé une boîte qui fait exactement ça. Ah oui? Un Français, à New York. Mais oui. Pour que les enfants s'habituent à l'AI. Ouais, exactement. Ah oui, bah, tu vois, c'est déjà là. Bon, voilà. Donc, je suis déjà en retard. Mini studio, c'est ça. Ah oui, je suis déjà en retard. Mais tu vois, ça va être ça. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est une vraie démocratisation de la création. Et c'est intéressant ce sujet parce que si tu prends l'image depuis le début de l'humanité, on démarre à Lascaux, je crois, hein, les premières traces d'images qui ont été faites par des humains. On pense, je ne sais pas si c'est vrai parce que personne ne saura, mais il y a une théorie selon laquelle ils dessinaient des silhouettes d'animaux sur les murs de la caverne avant la chasse, pour capturer l'esprit. C'est une théorie, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait probablement un caractère un peu magique derrière l'idée de créer une image, donc de représenter quelque chose. Et après, les autres traces d'images de l'humanité, c'est des sculptures tribales qu'on a pu retrouver dans le monde entier, des sculptures tribales. Encore une fois, c'est un truc un peu magique. C'est des dieux, c'était des... Et après, si on continue dans l'histoire, on accélère le temps, tout ça. On a eu les grands maîtres, les Da Vinci, etc. C'était encore magique. Maîtrise du nombre d'or, 1,618, maîtrise tu vois, des proportions parfaites, maîtrise des couleurs, des complémentarités, messages cachés, structure derrière l'image, etc. Et on avait une forme de magie quand même, par ces grands maîtres. Et ensuite, on avance encore, on fast-forward comme ça jusqu'au XXe siècle. Et là, on a l'explosion de l'image, avec des designers, des architectes, des publicitaires, des cinéastes, des photographes, etc. Mais il y a toujours ce caractère un peu magique. Et d'ailleurs, image et magie, c'est les mêmes lettres. C'est quand même vraiment proche, image et magie. Et quand on interroge, aujourd'hui notre société interviewe un réalisateur d'un film, il est comme ça, ce que j'ai voulu faire, et il y a un drama, quoi. Il y a un drama. On écoute le photographe ou le réalisateur, il y a une espèce de waouh, c'est un peu le raconteur d'histoire, c'est comme dans les villages ancestrales, celui qui racontait les histoires. Et donc le storyteller il y avait un rôle magique au storyteller. Bien sûr. Et on le voit dans plein de sociétés. Et donc il y avait en fait une infime partie de la population. C'est impossible de mettre des chiffres, mais j'ai l'impression que c'est 10% de la population qui faisait partie d'une caste un peu privilégiée, qui fabriquait des images pour l'ensemble de l'humanité. Donc tu as 10% sur cette caste un petit peu... Ce qui est toujours le cas avec Hollywood, quoi. Avec Hollywood, mais même on en fait partie dans notre industrie. On fabrique des images pour les marques. Bien sûr. On est des privilégiés, on est une espèce de... Et donc ce truc-là, de 10% qui produisent les images de 100%, a explosé en vol là. Bam, terminé. C'est terminé. Moi j'ai un slide dans les presses que je fais, il y a mon slide préféré, c'est 8 billion prompters, 8 milliards de prompteurs. Et donc on rentre dans ce monde de 8 milliards de prompteurs. Donc tout le monde est prompteur, on est prompteur. Oui, voilà. Et donc le gamin à l'école, avec grâce à ton pote et à d'autres boîtes qui vont se monter, le gamin à l'école, à la seconde où il sait parler, il est un prompteur. Mais et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir le choc positif sur la nouvelle génération parce qu'ils vont s'autoriser plus que toutes les autres générations à être dans plein de domaines. Parce qu'ils pourront être en compétition, même un gamin qui n'a pas de base en musique va pouvoir prompter une musique en disant fais-moi une musique, mais je veux vraiment un son lourd, hip-hop, Los Angeles, Compton, etc. Et donc, la musique va commencer. Il va dire, tu peux me faire une intro un peu plus, je te le fais sans aucune culture musicale, bien sûr. Un peu plus dramatique. Et intro un peu plus dramatique. Je te fais exprès aucun mot musical. Tu peux mettre un son un peu plus lourd. Il y a un son un peu plus lourd. Est-ce que tu peux me dérouter 2 fois dans ce morceau? Là, je me sens, j'ai trop compris où tu allais, déroute-moi 2 fois. Et il va dérouter 2 fois, etc. Et là, encore une fois, j'ai utilisé aucune référence musicale. Je ne connais rien à la musique. Et le résultat va être fait en temps réel. Et après, le juge de ce résultat, c'est la réaction des gens. Donc, c'est pas est-ce que c'est bien, pas bien. C'est je poste. Et ça peut vendre plus que Drake. C'est possible. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage possible de que ça vende plus que Drake.
Donc, mais de la même façon, en architecture, tu pourras rentrer en compétition sur un grand concours architectural pour la nouvelle tour LVMH à New York avec portes en pack. Et donc, parce que tu vas dire, fais-moi une tour. Et que donc il va faire la tour. Et que toute la partie technique de la tour, les évacuations, la sécurité, les câblages, la clim, tout ça, va être de toute façon géré par la machine. Et tu vas dire, je veux une tour plus folle, je veux un truc, non, je veux pareil. Et donc, ça veut dire que nous sommes tous, les 8 milliards d'individus, compétitifs dans tous les domaines de la création, bientôt. Hein. Et ça, c'est quand même un vertige. C'est quand même un vertige parce que, alors bien sûr, on va se dire, oui, mais l'important, c'est la curation, et donc c'est le goût, et donc tout ça. La culture. Et la culture. Mais il y aura peut-être une IA qui fera une curation extraordinaire, avec, en intégrant vraiment le coup de génie, le pas de côté. Ça arrivera peut-être qu'on va process ça. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est sûr, parce que je vois quand on prompte des taglines, je vois que ça manque de génie. Ah oui, ça marche pas. Ça manque de génie. Mais c'est intéressant, mais ça manque de génie. Mais peut-être qu'on arrivera à process ça. Mais c'est fou parce que, en fait, ce qui est en train de se passer dans notre industrie, hein, c'est que, si on est honnête, 8 milliards de prompteurs, ça veut dire que un banquier de la City peut faire une nouvelle pub pour... et pas forcément géniale, mais très bonne. Fair enough. Hein, fair enough. Et pour n'importe quelle marque. Et donc, ça pose des questions fondamentales. C'est pour ça que je suis un optimiste, mais réaliste. En fait, on doit s'arrêter parce qu'on a dépassé le temps, mais il y a toute une problématique, mais ce serait une discussion hyper longue à avoir tous les deux pour le coup. Ouais. On va qu'on fasse une table ronde en public sur ce sujet-là spécifique. Mais après, il y a une problématique d'effet de contentement. Enfin, il y a plein de choses, plein d'éléments qu'il faut prendre en considération sur ce sujet et qui sont... T'as raison, c'est fascinant en fait. Ouais. Mais comme toute révolution industrielle, et moi ce que je pense sur l'évolution industrielle, même sans révolution industrielle, on a du mal à envisager le futur. C'est-à-dire que quand nous on était gamins dans les années 80, on pensait qu'il y avait des voitures volantes. Quand Internet est arrivé, on s'est dit culture pour tout le monde est tellement plus smart. Bon, marche pas très bien. Là on se dit l'IA, ça va faire ci, ça. En fait, on ne sait. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas. Et en fait, on est assez mauvais à prédire l'avenir. Mais génial. Merci beaucoup, Fred. Avec grand plaisir, Grégory, c'est vraiment top. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté le podcast. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et à très bientôt.